Ce qui me fait plaisir, c'est de voir le nombre que vous êtes, parce que quand j'ai créé le DU 2004 à Paris, à Necker, en 2003, j'ai fait une demande auprès de la fac Paris 5, René Descartes. J'ai fait une demande officielle pour créer un DU d'anesthésie-réanimation des cardiopathies congénitales. Premier coup, j'ai eu un refus. On m'a dit, qui voulez-vous que ça intéresse? Et une fois que vous aurez formé pendant 1 an ou 2, vous aurez plus personne. Bon, l'année d'après, je suis remonté au créneau, j'ai insisté, j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui vont s'intéresser à ça, ça va prendre de plus en plus d'ampleur en France, et puis il y a plein d'autres pays autour qui sont intéressés pour se former, et surtout, à part les pays anglo-saxons, personne fait de formation spécifique pour la partie réanimation des cardiopathies congénitales. Les cardiologues avaient créé un DU des cardiopathies congénitales, qu'on était quelques-uns à avoir fait. Super, DU de cardio. Sauf que la partie réanimation, prise en charge du patient qui va mal avant la chirurgie, ou alors la gestion de la réanimation au bloc opératoire en même temps qu'on fait tel ou tel type d'intervention, on va en parler, et le post-opératoire, ils en parlaient pas. Eux, les cardiologues, ils voyaient le falot qui revenait, c'est bien réparé, nickel, il a bien ouvert. Enfin, les cardiologues savent ça. Mais tout ce qui s'était passé entre, ça, on n'en parlait pas trop. Donc, nous, qui faisions ce métier-là depuis très très longtemps, moi j'ai commencé à faire ça ça va être comme ça tout le temps, c'est pas grave. J'ai commencé à faire ça pendant le cursus d'anesthésie-réanimation. En 1980, je suis allé en chirurgie cardiaque pédiatrique. Qui était né en 80? Personne. Déjà, ça met les pendules à l'heure. Déjà, c'est clair. Et donc, la chirurgie cardiaque à cette époque-là, c'était très très particulier. C'était aller là-dedans, c'est dans le domaine où on opère des adultes, des pontages, des valves et tout. Opérer un adulte au-delà de 70 ans, attention, on fait un plus de 70 ans, ça va être dur. Mais vraiment, on met des gens expérimentés. Et puis la partie pédiatrique, alors là, c'était le domaine de quelques experts et avec des résultats catastrophiques. Il a commencé à dire, Nadir, c'était pour vous donner une idée, les nouveau-nés et jusqu'à 1 mois, mortalité 50%. Donc quand moi j'ai commencé à faire ça, au bout d'1 mois, tous les nouveau-nés sur lesquels j'avais été, ils étaient morts. Et au bout d'1 mois, j'ai dit, c'est bon, moi je pense, j'avais un poste à La Rochelle qui était prévu, je m'en vais, quoi, je continue pas de faire ça. Et puis, un nouveau-né supplémentaire, transport des gros vaisseaux, on en parlera un peu tout à l'heure, on y passe la journée, non-stop, on arrête la CEC, le cœur part en pas, le cœur fait rien. À l'époque, il n'y avait pas d'ECMO, donc on continuait un peu la CEC, mais pas très longtemps, il y avait beaucoup de difficultés. Puis sur le coup de minuit, 1h du matin, le chirurgien me dit, de toute façon, ça sert à rien de se battre, c'est foutu. Bon, moi j'y croyais bêtement, c'est un arrêt cardiaque qu'on ramasse dans la rue, allez, on se bat, voilà, j'étais l'anesthésiste réanimateur typique, donc on y va, on se bat, sauf que là... Et puis finalement, je commence à baisser les bras et je dis à l'équipe, il a raison, on va s'arrêter. Je retourne dans le bureau du bloc et là, je vois ce chirurgien qui était une sommité mondiale. Le mec qui venait des États-Unis, c'est le mec qui avait rapporté le pontage coronarien en France. Je sais pas si vous voyez le type, il s'appelait Eric Hazan, un mec extraordinaire. Et je le vois dans le bureau en train de pleurer. Je fais, ah oui, quand même. Ah oui, ah d'accord. Ah donc, alors, les chirurgiens ne font pas seulement ça pour l'ego, mais quand même, il y a de l'empathie pour les malades. Ça m'a sidéré, et j'avoue que ça a dû être l'élément déclenchant. Je me suis dit, il faut qu'on continue, quoi. Il faut qu'on se batte là-dessus. Donc, vous voyez, on démarrait d'assez loin. Alors, j'ai trouvé, c'est dans le Sud-Ouest, une archive de Sud-Ouest. C'est pour vous donner quelle était la façon dont les gens ressentaient tout ce qui était maladie du cœur de naissance.
tout ce qui était cardiopathie congénitale, pour le public, pour tout le monde, c'était les enfants bleus. Ils sont bleus à la naissance, ça va être terrible, il va pas survivre. Et quand ils étaient pas bleus, c'était encore pire, parce que là, ils mouraient tout de suite, comme ça, on n'en parlait même pas. Ceux qui étaient bleus, ils avaient une petite chance de survivre, jusqu'au moment où la cyanose était telle que, finalement, vous voyez, cette petite fille-là, à 16 ans, elle est bleu marine, et dans son village, Cavignac, c'est un peu au nord de Bordeaux, il disait, c'est l'enfant bleu qui va mourir. Enfin, vous voyez, c'est programmé. Et elle a bénéficié à l'époque, 1949, ça, là, c'est la date de vos grands-parents, hein, on arrive dans les grands-parents, elle avait 16 ans, et donc, un chirurgien bordelais s'est lancé pour faire une anastomose entre la sous-clavière et l'artère pulmonaire, c'est le Blalock-Taussig. Aux États-Unis, la première avait eu lieu quelques années auparavant, par Blalock et Taussig, on en parlera. Et donc, lui, il s'est lancé. Perdu pour perdu, on va essayer. Ça a duré longtemps au bloc opératoire, c'était très compliqué, il n'y avait pas les moyens qu'on avait maintenant. Hospitalisée 42 jours. Et au final, elle a survécu. Et elle a même pas eu, elle est devenue adulte, et elle a même pas eu de cure complète. Elle est restée tout le temps avec son vrai Blalock. Il n'y avait pas de tube de Gore-Tex entre les deux, et elle est restée comme ça. Inutile de vous dire qu'elle a survécu tout le temps cyanosée, hein, dans les 80-85%. Alors, elle était un peu moins bleue qu'auparavant, mais elle allait pas mourir. La preuve en est. Là, il s'agit d'une patiente que j'ai rencontrée il y a quelques années, une patiente de 83 ans, et qui m'a raconté son histoire. En fait, elle a été opérée d'une coarctation de l'aorte en 1957, et c'était quelques années après, là encore, aux États-Unis, les premières coarctations opérées par Crawford, ça a été en 1944. Donc, on était un peu en décalage en France, hein. On faisait pas les interventions aussitôt que les Américains les avaient fait, ce qui n'est pas du tout la situation actuelle. À l'époque, il y avait un décalage entre le moment où on apprenait qu'ils avaient fait ça, que des chirurgiens aillent apprendre là-bas sur place et reviennent. Donc, on commençait à faire ça en France. Et cette patiente-là a bénéficié d'une des premières cures de coarctation réalisées en France. À l'époque, on faisait de l'hypothermie profonde. Donc, je vous dis pas, ça prend du temps, faut refroidir le malade, faut l'opérer, puis après, faut le réchauffer. C'est très compliqué. Il crée un shunt entre l'aorte ascendante et descendante avec un vulgaire tuyau de caoutchouc, hein, ni plus ni moins. Et puis, une intervention qui a duré au total, entrée-sortie, hein, je refroidis, j'opère, je réchauffe, 11 heures. 11 heures de bloc opératoire. Pendant ce temps-là, l'intervention, comment on fait? On ventile à la main, hein, pendant toute l'opération, pouet, comme ça. Et puis, à la sortie, on l'extube assez vite et on la met sous une tente à oxygène. C'est quoi une tente à oxygène? Vous allez voir. Pour se réveiller, elle a mis 8 jours de coma. Et la raison des 8 jours de coma, à votre avis? Une intervention qui dure aussi longtemps, et avec un clampage de l'aorte descendante, un shunt comme on peut. Là-haut, elle a dû avoir 250-300 de pression pendant plusieurs heures. Et puis surtout, ils monitoraient pas, quoi. Donc déjà, ils étaient contents de pouvoir réaliser l'intervention. Alors j'adore que ça fasse ça. Et puis cette dame-là, je l'ai vue, elle avait 83 ans, elle allait bien, et elle m'a raconté que elle avait pas vraiment de problème. Elle a eu un peu d'insuffisance cardiaque à cet âge-là, et donc cette première intervention réalisée à l'époque, finalement le résultat est super. Alors l'histoire rigolote, c'est que elle a fumé toute sa vie. Je lui dis c'est dommage que vous ayez fumé toute votre vie. Elle me dit mais c'est le chirurgien. Parce que après, je lui ai demandé si je pourrais fumer plus tard. Et il m'a dit, oh, c'est bon, c'est pas grave, vous avez été opéré de votre aorte, vous en faites pas. Faut voir aussi, dans ces années-là,
D'abord, les chirurgiens et les médecins, tout le monde fumait, et puis ils n'étaient pas aussi sensibilisés qu'on a pu l'être ensuite. Alors, là, il faudrait que ça arrive. Voilà. Là, je vous ai trouvé une autre archive. C'est carrément le journal Match. À l'époque, c'était Paris Match. Mais c'est hallucinant que ça fasse ça. C'est un truc qui n'arrive jamais. Ils avaient fait le reportage complet d'une intervention. Une intervention, c'était une des toutes premières réalisées en France. À l'époque, on disait à cœur ouvert, avec une CEC. Et la CEC, c'est ça. Cette machine énorme, c'est la première CEC qui a été faite. C'est la machine créée par un chirurgien américain qui s'appelle Gibbon et qui a travaillé depuis la fin de la guerre des années 44 pour réaliser cette machine. Et à partir des débuts des années 50, ils ont commencé à pouvoir la tester. Et le premier malade fait aux États-Unis avec cette machine, c'est en 53. Et là, vous voyez, le temps que ça arrive en France, 58, une des premières réalisées en France, celle-là dans la région bordelaise. Non, pardon, celle-là c'était à Paris. Et vous voyez cette petite fille de 7 ans pour une CIA. Hein, c'est pas le bout du monde, mais à l'époque ça l'était. Et voici la tente à oxygène. Hein, la tente à oxygène, c'est pas compliqué. On met un grand plastique au-dessus de la tête du malade, un tuyau d'oxygène qui arrive en dessous, c'est une tente à oxygène. Pareil, c'est tout con. Sauf que ils faisaient ça, ils extubaient le malade, puis ils le laissaient comme ça. Et si ils pouvaient pas l'extuber, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ventilaient. Et des fois, ils ventilaient à la main longtemps. Et d'ailleurs, les étudiants en médecine ou des infirmières, ils faisaient des gardes de ventilation. Ils se relayaient pour ventiler un patient. Donc, je vous dis pas les difficultés de la situation. Là, ce qui est intéressant ici, si j'arrive à vous le montrer, c'est ça. C'est ceux qui attendent là. C'est quoi? C'est les donneurs de sang. Bon, à l'époque, on se cassait pas la tête, les donneurs de sang. Alors, on allait chercher des militaires. Parce que pour les problèmes de coag qu'il il n'y avait pas vraiment les moyens de conservation du sang qu'on a pu avoir après. Il fallait du sang frais. Là, on rigolait pas. Le sang frais, c'était moins de 3 heures. La machine que je vous ai montrée, elle consommait dans les 4 à 6 litres de sang. Donc, comment vous faites pour avoir 6 litres de sang en moins de 3 heures? Vous les rassemblez là, vous leur donnez de quoi manger, puis ils attendent et hop, on les prélève au fur et à mesure. Donc, pour faire une CEC dans la journée, vous voyez le travail. 2, je pense que c'était un peu compliqué. C'était d'autant plus compliqué que ils avaient qu'une seule machine et que tout devait être nettoyé pour faire le malade suivant. C'était pas de l'usage unique. Donc vous voyez un peu les exploits que c'était, d'où le reportage fait sur cette intervention. Alors, quel était le contexte de la chirurgie cardiaque dans les années 60-70 ? Il y avait des gens qui vraiment avaient pensé la chirurgie cardiaque et commençaient à projeter cette idée qu'un jour on pourrait réparer des malformations. Ils avaient échangé avec des chirurgiens souvent US ou anglais et ils pensaient que ça serait possible. Ici, à Bordeaux, on est dans un endroit où il y avait le professeur Fontan. Alors, vous en entendrez parler tout le temps, parce qu'il a quand même inventé quelque chose d'assez extraordinaire avec son collègue Eugène Baudet. Mais ils auraient pu faire mieux. Et en fait, il y avait un cardiologue éminent qui s'appelait Alain Choussin. Et ils étaient en conflit. C'est-à-dire qu'en conflit, ils se parlaient pas. Un truc de cinglé. Là où ils auraient dû coopérer, un travail d'équipe, le cardiologue expliquant, montrant au chirurgien, le chirurgien montrant au cardiologue comment le cœur est, etc. Non, ils étaient en conflit. Donc, on hallucine. Malheureusement, ça se reproduisait dans beaucoup d'endroits. Les anesthésistes réanimateurs, à l'époque, rares étaient ceux qui étaient intéressés par la partie cardio-congénitale, par les malformations cardiaques. Déjà, ils essayaient de faire correctement la partie purement anesthésie, comment endormir, comment réveiller correctement, et à l'époque, c'était assez compliqué. De là à s'impliquer sur les malformations
et en quoi la chirurgie va modifier la malformation et donc je vais avoir une attitude différente dans la compréhension physiopathologique du montage, on n'y était pas du tout. Donc c'était vraiment l'époque des pionniers, et des fois ils avaient de la chance, ça passait, et des fois ça passait pas parce que le niveau n'y était pas. Et puis dans la plupart des endroits, c'était les chirurgiens qui, après des stages aux États-Unis, ils faisaient tout. Ils faisaient la chirurgie, puis ils faisaient la réanimation derrière, avec avec les limites de l'époque, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas spécifiquement réanimateurs, donc ils appliquaient des schémas assez simples, et ça a marché, ça a fait avancer les choses, mais ça a été très long. L'autre point qui était aussi quelque chose de limitant pour le développement, c'est qu'il n'y avait pas encore vraiment de congrès spécialisés et il n'y avait pas d'échanges. Les seuls échanges que les médecins pouvaient avoir, c'est quand ils partaient en stage. Ils partaient en formation dans un pays. Mais il n'y avait pas de grands congrès très réguliers. Alors ne parlons pas les échanges qu'on a maintenant sur les réseaux en permanence, en continu. Donc les progrès, la transmission des informations, la transmission des inventions, elle était extrêmement lente. Alors vous voyez, là, on va en parler, l'arrivée de la CEC, d'abord c'est arrivé par bateau, donc vous voyez un peu le truc. Et puis, une cardiologue que j'ai eu la chance de rencontrer sur la fin de sa carrière, là, Jane Somerville, elle avait bien compris qu'on arriverait à progresser à partir du moment où on allait travailler tous ensemble, et que surtout, il fallait qu'il y ait des progrès très importants qui se fassent au niveau de la CEC, au niveau de la protection myocardique et au niveau de tout ce qui est réanimation. La partie anesthésie consistant à endormir le malade est quelque chose d'assez simple. Par contre, la partie réanimation au bloc opératoire, avant, après, est fondamentale. Je pense que c'est quelque chose qui va vous être répété souvent dans ce DU, c'est que le fait d'endormir des patients avec des drogues, c'est quelque chose d'assez simple à réaliser. Par contre, bien agir en fonction des conditions physiopathologiques d'un patient et de sa cardiopathie, juste avant que le chirurgien commence à y toucher, et puis après, une fois qu'il a réparé, c'est deux choses différentes. Et souvent, le montage et le fonctionnement, par exemple, du débit pulmonaire a complètement changé. Avant, vous endormez un malade qui a plutôt un hypodébit pulmonaire, et après, si on a fait une anastomose de Blalock, par exemple, vous avez un malade à réanimer qui risque, à l'inverse, d'avoir un hyperdébit pulmonaire. Donc, on ne peut pas avoir un schéma qui reste identique, comme dans d'autres spécialités où finalement le malade il est toujours pareil sur le plan hémodynamique, il va pas changer. Là, nous, il change tout le temps en général. Donc, il faut impérativement comprendre ça pour pouvoir réanimer correctement. C'est pour ça que vous êtes là, peut-être, non? Alors, ce qui est intéressant là, c'est pour vous donner une idée de l'évolution de la mortalité des cardiopathies congénitales. Les Nordiques, heureusement, ont fait des databases, d'abord sur papier, puis après numérique, que n'ont pas fait les Français. On a là, sur cette courbe, vous voyez la mortalité de la population générale, la courbe noire. C'est-à-dire que très jeunes, on meurt très peu, et puis on meurt plutôt, en général, 70, 75, 80. Et après, il y en a beaucoup moins à mourir. Donc c'est pour ça que la courbe revient comme ça. Là, on superpose la mortalité des cardiopathies congénitales dans les années 87-88. Vous voyez, je parle plus des années 50, là. On a déjà avancé. Moi, je faisais ça déjà depuis 7-8 ans. Et à cette époque-là, la mortalité, elle était surtout en période néonatale. Puis tout le temps, et là, à l'âge adulte, on n'en avait plus beaucoup à mourir parce que ils étaient tous disparus. Là, on compare ce qui s'est passé quelques années plus tard, 2004-2005, et on voit que c'est une période dans laquelle il y a eu des progrès énormes.
Parce que finalement, petit à petit, on a réussi à superposer la mortalité des cardiopathies congénitales à peu près à celle de la population générale. Vous voyez le changement énorme qu'il y a eu, et donc on a commencé à créer une énorme population de cardiopathies congénitales adultes. Mais ça veut dire que dans ce laps de temps-là, il y a vraiment eu des transformations sur la prise en charge des patients considérables. Encore une statistique faite par les Nordiques. Là, vous voyez, c'est les nouveau-nés dans les années 80-89. Donc on a encore avancé d'un cran. Vous voyez que la mortalité jusqu'à l'âge de 20 ans est assez considérable. Ça meurt très très fort dans les toutes premières années, et puis après on se retrouve par rapport à la population générale, quasiment la mortalité. À 20 ans, il y a 50% des cardiopathies congénitales qui sont plus là. Donc c'est énorme. Et encore, on n'a pas mis ceux qui étaient nés dans les années 60, 50, 40. On est là. Il n'y en a aucun qui arrive à cet âge-là. Là, c'est la mortalité de ceux qui sont nés entre les verts, c'est entre 90 et 99. Vous voyez que les progrès continuent. Et ainsi de suite. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on commence à stagner. C'est-à-dire qu'on a tellement progressé que depuis 2000, on commence à avoir du mal à monter beaucoup plus. Alors, on progresse, mais on est dans le pourcentage. On n'est plus dans des sauts de 10%. Et on a encore du chemin à faire par rapport à la population générale. Ici, c'est ciblé sur la mortalité des phallos. Une cardiopathie spécifique. Et vous voyez que là, on n'est plus dans la survie, on est dans la mortalité. Vous voyez que dans les années, alors on remonte loin, on remonte carrément aux années 70. Vous voyez, dans les années 70, la mortalité avant 20 ans, elle est considérable. Et au fur et à mesure, on a progressé. Et là, on est sur une cardiopathie sur laquelle on a réussi à avoir des résultats qui sont extrêmement forts, puisqu'on est assez proche maintenant de la mortalité de la population générale. Et vous verrez que ça va dépendre beaucoup des cardiopathies. C'est ce que je vous montre là. Ici, vous avez en noir, là-haut, c'est la population générale. Et puis, au fur et à mesure, on voit les différentes cardiopathie en fonction de leur complexité. Le premier, c'est le canal. Ensuite, c'est une CIA, une coarctation, une CIV, le phallo, la transpo des gros vaisseaux, l'hypo-VG. L'hypo-VG en bleu. Alors pourquoi ça s'arrête là? Parce que on a commencé à avoir des résultats sur les hypo-VG il n'y a pas si longtemps, à partir des années 90. Et puis en noir, c'est tous les cœurs à ventricule unique. Donc là, quoi qu'on fasse, on a quand même arrivé à 40-50 ans, il n'en reste pas beaucoup. Alors vous en entendrez parler, c'est sur ces patients-là qu'on essaie de faire de l'assistance avec des cœurs artificiels et puis surtout qu'on transplante. Alors, les résultats, les améliorations sont liées à des progrès considérables pas dans les vidéoprojecteurs, sont liés à des progrès considérables en cardiologie, en chirurgie et puis en AR, en anesthésie-réanimation. Vous voyez, dans la première période, 1900-1950, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et ce qui saute un peu aux yeux, c'est ce qui est en jaune, c'est qu'en fait, sur le plan chirurgical, tout a été réfléchi sur le type de réparation qu'on pouvait faire depuis très longtemps. Il y a beaucoup de chirurgiens qui ont réfléchi au type de réparation anatomique qu'on pouvait faire, sauf qu'on n'avait pas les moyens. On n'était pas capable de le faire. La plupart des réparations avant 50, il fallait faire une chirurgie à cœur ouvert, il fallait donc une CEC. La CEC n'était pas là, donc impossible à réparer. Par contre, les gens y avaient vraiment pensé. Et puis, vous voyez en bleu arriver les éléments typiques de la réanimation. L'intubation brachéale, l'oxymétrie, les anticoagulants, les antibiotiques. Dans les années 70, vous voyez arriver la prostaglandine. Ça a été un élément très important. L'arrivée de l'ETO, la CEC.
mais sous forme d'ECMO. La capacité de pouvoir faire de l'assistance circulatoire prolongée, on va en parler. Donc, là, par exemple, début des années 70, le chirurgien Norwood invente sa réparation. Sauf que dans les années 70, c'était pas faisable. Ça sera plus tard que ça sera possible. Dans les années 80, vous voyez arriver la possibilité des transplantations cardiaques, pulmonaires, même les xénotransplantations. Pour l'instant, ça s'est pas vraiment développé, mais le principe est là. Les angioplasties sur les artères pulmonaires. Et puis, pour la réanimation, les années 80, ça va être l'arrivée du monoxyde d'azote. On a l'époque avant-après, hein, avec le NO. Et enfin, dans les années 2000 et puis 2010, vous voyez encore un certain nombre de progrès qui vraiment nous ont permis de faire avancer les réparations des cardiopathies congénitales. Alors, quelles ont été les stratégies qui ont été, ça va revenir, je m'énerve plus, quelles ont été les stratégies qui ont été proposées pour essayer de réparer les cœurs? De réparer les cœurs en fermant des communications. Donc, fermer les communications, ça veut dire qu'il faut l'ouvrir, ça veut dire qu'il faut plus qu'il y ait de sang. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Alors, il y avait plusieurs après-guerre, on va dire après la guerre en 44-45, ça réfléchissait beaucoup. Et il y a un chirurgien qui s'appelle Walton Lilley, qui lui avait eu l'idée de faire une circulation croisée avec un parent et l'enfant, a priori les parents du même groupe, de préférence. Et donc, vous avez le sang qui est pris dans l'artère fémorale du patient, du parent, allez, reviens, qui va à une petite pompe, la petite pompe qui va injecter dans l'aorte, ici, le tuyau le plus noir, le tuyau au-dessus, là, qui va injecter dans l'aorte de l'enfant, et puis le retour veineux, il est aspiré là par la canule qui est poussée dans la veine cave inférieure et dans la veine cave supérieure avec deux clampes, et qui revient directement dans la fémorale. Et avec une petite pompe au milieu qui fait tourner le tout. Super! Très dangereux. Extrêmement dangereux. Le risque, c'est de faire de la chirurgie à 200% de mort. 200% de risque. Vous en tuez deux d'un coup si jamais il y a un problème. Et le problème majeur, c'était évidemment un problème de coagulation. Donc, compliqué. Mais ils n'avaient pas d'autre choix. Donc, ils se sont lancés là-dedans. Et dans les années 54, 55, faute de mieux, ce chirurgien-là a travaillé. Cette photo est intéressante parce que vous avez les deux tables qui sont là. Et ces résultats, pour l'époque, sont pas si mauvais. La mortalité des adultes qu'il a opérés, elle est de 33%. La mortalité des enfants, 49%. Mais il est allé loin, hein, des enfants de moins de 2 ans. Donc, ouais, ils ont osé, quoi. Hein, et donc, cette technique était presque en train de prendre le pas. Faute de mieux, on allait faire ça. Mais en même temps, il y avait le développement de la CEC. Depuis l'après-guerre, ça faisait au moins 10 ans qu'ils travaillaient sur une machine qui allait pouvoir remplacer le cœur et les poumons avec un système de pompe qui allait être alimenté par du sang. Et ça a été extrêmement laborieux. Il y a beaucoup d'animaux qui y sont passés avant de réussir. Et ce n'est que en 1953 que le premier patient a été opéré grâce à cette machine-là. Là encore, en cardiopathie simple, hein, une CIA sur une jeune fille de 18 ans. Et ce qui est intéressant là, c'est que en 1951, le chirurgien écrit ce qu'il pense de cette machine. En fait, ce qu'il écrit là, c'est quelque chose qui va servir à pouvoir récupérer le fonctionnement des poumons, le fonctionnement cardiaque, le temps qu'il faut pour que le patient s'améliore. Ça s'appelle une ECMO. Et
en dessous, là, derrière, vous voyez pas. Le deuxième intérêt de cette machine pourrait être de faire de la chirurgie. C'est assez marrant que, en fait, au début, il a réfléchi ECMO avant de réfléchir chirurgie cardiaque. Bon, finalement, ça a démarré sur la chirurgie cardiaque. Là, j'ai retrouvé une publication de 1957 où, probablement la première, ils expliquent comment ils géraient l'anesthésie de ces patients-là. Vous risquez pas de vous endormir à force de lire ce qu'il y a écrit, hein, parce qu'il faut en profiter rapidement pour le lire avant qu'il disparaisse. Et ce qui est intéressant, c'est que le sang, vous voyez, une fois que c'était un peu mieux contrôlé, ils arrivaient pour remplir avec 1,8 litre, 2 litres. Mais ils avaient besoin de sang en plus à cause des pertes qu'ils pouvaient avoir. Le nettoyage était très long. L'anesthésie, alors on est à l'époque de l'éther, cyclopropane, morphine, curare. Bon, les patients étaient intubés, ventilation manuelle. Ils arrivaient à avoir des mesures de pression en utilisant des aiguilles métalliques. C'est-à-dire il n'y avait pas de cathéter, il fallait pas que ça bouge, hein, parce que l'aiguille dans la jugue interne, l'aiguille dans la radiale, tout ça, fallait pas que ça bouge. Ils utilisaient des mesures de saturation, mais au laboratoire. Il n'y avait pas de monitoring en continu, donc le temps que ça revienne, SAO2, SVO2, très bien, mais le temps que ça revienne. Ils avaient des drogues, alors quand on regarde bien, digitaline, noradrénaline, Isuprel. Et donc, si vous associez un peu tout ça, la complication majeure, c'est quoi? C'est l'arythmie. Vous avez un mélange explosif avec ça. Alors, heureusement, ils avaient quand même des électrodes et ils avaient quand même des espèces de pacemakers énormes et ils pouvaient jouer un petit peu sur le rythme. Mais là, à mon avis, ils ont dû vraiment galérer comme tout. Sinon, héparine, protamine, ça existait. Et par ailleurs, matelas chauffant où ils arrivaient à tenir la température tant bien que mal. Alors, la CEC, elle a évolué comment? Les premières CEC, je vous en ai parlé, le volume d'amorçage qu'on appelle le priming était considérable. Vous avez eu le cours de Mireille Labaugean sur la CEC la dernière fois. Le volume d'amorçage, le priming était considérable et difficilement adaptable à des enfants. Hein, les différences de volémie étaient énormes, donc c'était le facteur limitant. Les premiers oxygénateurs, celui de Maillot, ce que vous voyez là, c'était des espèces de plaques sur lesquelles le sang allait couler et tout ça avec une pression d'oxygène en permanence. Donc c'est un peu comme ça que le sang s'oxygénait avec un contrôle de coag compliqué et il fallait beaucoup de plaques pour arriver à oxygéner le volume sanguin. Après, il y a eu des appareils qui sont arrivés, qui étaient moulés en plastique, qu'on voit en dessous là. Ouais, tout se barre là, super. Voilà, ça c'était des bulleurs. Alors on faisait carrément buller de l'oxygène là dans le sang qui passait là, dans cette espèce de grosse vache, on va dire, et qui se mélangeait, qui se récupérait là d'une part le sang veineux et entre les deux et avec un système de tuyaux qui manque là pour alimenter la pompe. Mais ça, c'était les premières poches à usage unique. Hein, des grosses poches en plastique à usage unique, et là, ils avaient beaucoup gagné par rapport à ça. Parce qu'au moins, on pouvait attaquer une deuxième intervention. Après, il y a des oxygénateurs à disque qui sont arrivés, qui s'appellent K-Cross, avec un système rotatif qui permet d'étaler le sang beaucoup plus rapidement, de façon beaucoup plus homogène. Et ça a bien marché pendant pas mal d'années. Et d'ailleurs, la première ECMO qui a été faite, elle a été faite avec un système de cette sorte-là. Alors, on a évolué dans les pompes sur
la réduction du volume des oxygénateurs, parce que les gens avaient bien compris que plus le truc était gros, plus il fallait mettre de sang et plus il fallait trouver de donneurs de sang. C'était compliqué. La deuxième chose sur laquelle ça a beaucoup travaillé, c'est sur les pompes elles-mêmes. Au début, c'était des gros rotors qui appuyaient, écrasaient le tuyau. Ça s'appelle une pompe occlusive. Une pompe occlusive, c'est d'une force extrême et que quand il n'y a plus de sang, il n'y a plus que de l'air, ben ça tourne et ça envoie l'air dans le malade. Donc c'est extrêmement dangereux. Mais c'est très puissant. Et les gens sont restés, beaucoup de chirurgiens sont restés adeptes de la pompe occlusive parce que tourne le bouton, de toute façon ça va pousser. Bon, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte qu'il fallait être un petit peu plus prudent avec ce genre de machine et on est passé à des pompes non occlusives et avec des systèmes centrifuges, qui fait que la pompe va tourner jusqu'à un certain niveau en fonction des résistances à l'éjection. Si vous mettez un clan sur la ligne d'éjection, la pompe va s'arrêter. Sur une pompe occlusive, si vous mettez un clan sur la ligne de sortie, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a une idée de ce qui se passe? Quelqu'un a déjà vu ce qui se passe? Pour l'avoir déjà vu, ben ça explose. Le corps de pompe, le tuyau, va se désolidariser. Et j'ai vu sur une CEC ça. Et je dis au chirurgien, tu vois, il fallait pas continuer de pousser comme ça. ça on a vu. Donc, on est arrivé à des machines beaucoup plus adaptées et maintenant, on est passé des pompes centrifuges avec des pompes magnétiques qui, elles aussi, fonctionnent avec ce système-là de rotation. Après, il y a eu la réflexion par rapport au niveau de température. Comment est-ce que on s'en sort avec la température? Au début, les premières CEC, ils sont pas occupés de la température. Et puis le temps qu'ils travaillent sur le patient, sternum ouvert et tout, la température de la pièce, eh ben la température du malade descendait toute seule. Elle descendait jusqu'autour de 30 degrés, on va dire, et c'était pas forcément une mauvaise chose. Et ils se sont rendus compte que finalement, ça diminue la consommation d'oxygène, c'est plutôt une bonne chose. Après, ça a été réfléchi. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc, il y a eu des systèmes d'échangeurs thermiques qui ont été inventés de façon à pouvoir décider de refroidir le patient quand on le veut et de le réchauffer à la fin de la CEC quand on a envie. Plus des systèmes de matelas chauffants sous le corps du patient sur lesquels on va pouvoir jouer chaud-froid. Alors ça a l'air de rien maintenant parce que c'est le b.a-ba, vous n'y pensez même pas, surtout que maintenant vous faites de la chirurgie en normothermie, mais à l'époque c'était vraiment un problème très prégnant et il fallait faire attention. Une des erreurs assez habituelles, c'était de vouloir arrêter la CEC sur un patient qui était froid. Alors, on arrête la CEC sur un patient qui est froid à 30 degrés, sauf que s'il circule pas bien, il va pas se réchauffer. Si à 30 degrés, on va avoir des problèmes de rythme cardiaque, il faut forcément l'entraîner. Donc, il fallait pas aller trop vite, il fallait prendre le temps qu'il fallait pour bien réchauffer le patient. Ça, en général, les chirurgiens étaient pas très patients pour ça. Donc, il y a eu toute une série de personnes qui ont travaillé dans ce sens-là. En même temps, ce que je vous ai mis là, c'est que les Russes étaient partis dans une autre voie et parce que ils avaient la possibilité, c'est qu'ils travaillaient en hypothermie corporelle, c'est-à-dire on refroidit le malade avec des bains de neige ou de neige pilée et on refroidit le patient comme ça et on va l'opérer à température très basse, 15 degrés, 10-15 degrés, puis après on va le réchauffer. Donc vous voyez un petit peu l'organisation de tout ça, le temps que ça va prendre, et puis ça marchait pas tout le temps. Mais pour des tas de raisons et des raisons politiques entre autres, c'est sûr que le développement de la chirurgie cardiaque chez les Russes a été un petit peu séparé du développement des machines, des CEC Gibon. C'est pas chez les Russes que ça s'est développé. Donc ils ont pris la voie hypothermie corporelle. Et jusque dans les années 60, ça existait. Alors oui, là j'avais mis en 63,
Alors, les gens se sont dit que le fait de refroidir beaucoup le malade permettait même d'arrêter de perfuser le malade. C'est-à-dire qu'on fait de la chirurgie en arrêt circulatoire, mais en hypothermie profonde. L'arrêt circulatoire à chaud, c'est pas une bonne idée. Hypothermie profonde. Donc, on va utiliser la CEC qu'on va mettre sur le patient pour le refroidir le plus possible. Une fois qu'on va arriver autour de 15 degrés, entre 15 et 10 degrés, on va arrêter la CEC, on va même enlever la canule aortique et le chirurgien va faire de l'anatomie finalement. Dans quelle situation c'est intéressant? C'est intéressant dans des situations comme par exemple les interruptions d'arche aortique. L'aorte est tellement fine, un très faible calibre, que le chirurgien ne peut pas vraiment mettre sa canule dedans correctement. Et donc, il peut pas à la fois travailler pour réparer l'aorte avec une canule au milieu, avec du sang, alors qu'il va devoir réparer toute la crosse aortique. Donc, ça a été une très bonne technique. Après, il y a des gens qui se sont lancés là-dedans aussi pour faire les transports des gros vaisseaux. À partir du moment où on répare une transport des gros vaisseaux en switch, on va donc inverser l'aorte et l'artère pulmonaire, on va réimplanter les coronaires. On est dans une zone où finalement la canule aortique est très proche. Donc ça gêne. Donc il y en a qui se sont dit, le mieux, on les refroidit, on arrête tout, on enlève tous les tuyaux, comme ça on fait de l'anatomie pure. Et là on est gêné par rien. Et ça a perduré très longtemps, vous allez le voir, on en parlera tout à l'heure, et parce que c'était plus pratique pour le geste, pas pour le malade. Donc, dans la gestion de la température, ce que je vous ai dit, les différents échangeurs thermiques qui sont arrivés, et même dans les années 73 jusqu'à 80, les gens y voyaient un intérêt parce que plus la température est basse, plus faible est la VO2, la consommation d'oxygène, que ce soit au niveau cardiaque, que ce soit au niveau du cerveau. Euh, la chirurgie exsangue dont je vous ai parlé, pour le chirurgien, c'était super confortable. Et puis, on s'était rendu compte que un patient froid, finalement, on a toute une période dans laquelle on a moins de saignements et que le saignement à la fin de la CEC est plus faible. Bon, on trouvait que c'était un avantage. Avantage de courte durée. Pourquoi? Parce qu'une fois que le patient se réchauffe bien en réanimation, là, il saigne. Donc finalement, il y a un certain nombre d'arguments qui sont arrivés pour dire c'est pas si bien que ça que de faire de l'hypothermie profonde à ce niveau-là. À partir du début des années 90, il y a des chirurgiens cardiaques adultes qui ont commencé à faire des pontages coronariens sans refroidir, alors qu'auparavant, c'était le dogme. On refroidit tout le temps, toutes les chirurgies, que ça soit la chirurgie adulte, que ça soit même de la chirurgie dans laquelle on n'ouvre pas le cœur. Quand on fait la chirurgie de pontage, on n'ouvre pas le cœur. Et donc, eux, ils se sont dit, puisqu'on n'ouvre pas le cœur, normothermie relative, c'est-à-dire 34 à peu près, 33-34 degrés. Et là, les résultats tout de suite ont été très significatifs en termes d'amélioration hémodynamique du patient, le réveil, les suites en réanimation. Et donc, cette évolution chez l'adulte nous a fait réfléchir en pédiatrie en se disant il va falloir peut-être maintenant nous aussi trouver le moyen de faire de la normothermie parce qu'on va beaucoup y gagner. On y gagne quoi comme temps? On y gagne le temps qu'on n'a pas besoin de refroidir au début de la CEC, puis qu'on n'a pas besoin de réchauffer à la fin de la CEC. Et ça, c'était pas mince comme avantage. Donc, il y a eu la remise en cause de l'hypothermie avec arrêt circulatoire que un certain nombre de chirurgiens trouvaient très pratique. Et
on savait que dès les années 90 que le fait de faire de l'arrêt circulatoire avec hypothermie profonde allait entraîner des problèmes physiologiquement. On avait vu que ça entraînait des problèmes d'extraction d'oxygène qui allaient perdurer en post-opératoire. Et là, on commençait à s'inquiéter sur l'atteinte neurologique immédiate et surtout à long terme de ces patients. Et en 2003, une publication américaine, alors regardez bien les dates, retenez, 2003, publication américaine, convulsion, coma dans quasiment 20% des hypo-VG qui sont faits et qui est en relation avec la durée de l'arrêt circulatoire. Plus c'est long, plus ils vont convulser. Tout ça, ça paraît un peu logique. 2003, les Américains se posent beaucoup de questions là-dessus. Et puis aussi un travail très intéressant qui montre qu'il y a une aggravation du neurodéveloppement chez les patients qui ont eu des arrêts circulatoires avec hypothermie profonde en période néonatale. Donc là, ça remet les choses en cause. Et on se rend compte aussi que comparé à l'hypothermie, la normothermie finalement a que des avantages sur le besoin inotrope, la durée de réa et puis aussi la mortalité. Donc avantage de la normothermie, alors c'est là où les Français en arrivent plein pot. Il nous a pas fallu attendre les publications montrant que ça pouvait être dangereux. À la même époque, dans les années 2000, on s'est mis nous à faire de la normothermie chez les petits. Alors c'est les mêmes équipes à Paris avec un collègue qui s'appelle Yves Durandi et puis l'équipe de Necker et l'ANEC. On a travaillé là-dessus énormément de concert et on a montré que on pouvait faire de la normothermie sur la transpo des gros vaisseaux, sur le switch. Pour avoir présenté ça aux États-Unis à cette époque-là, je vous promets qu'on nous a pris pour des cinglés et des fous furieux. Hein. Ça a été un peu spécial, mais bon, finalement, ils ont fini par admettre et ils s'y sont mis aussi, parce que dans nos publications, on avait montré qu'on gagnait, on avait fait un travail en utilisant la troponine, que la troponine était inférieure quand on faisait de la normothermie et qu'on faisait aussi de la cardioplégie. Vous allez voir différents types de cardioplégie qui finissent par de la normothermie. Et donc, on a montré que quand on faisait cette stratégie-là, on avait une meilleure récupération échographique, on avait moins besoin d'inotropes, on avait une durée de ventilation qui était raccourcie et une durée de séjour en réanimation qui était plus courte. Tout ça dans un contexte de mortalité extrêmement faible. Donc, on a fini par emporter le morceau. Mais ça n'a pas été évident. Un gros travail qui a été fait par notre ami en 2010 sur une étude faite en Europe. Et déjà en 2010, on a été à plus de 10 000 interventions pédiatriques réalisées en normothermie. Et on montrait que c'était faisable dans à peu près 3/4 des réparations. On pouvait utiliser la normothermie et qui allait permettre d'avoir une amélioration des résultats notable. Ça fait partie des étapes où on a bien amélioré les résultats, comme je vous ai montré au début. Hein. Alors, quand ça va vouloir arriver, ça va être le problème majeur qu'on a rencontré en pédiatrie, c'est le problème de l'hémodilution, comme vous l'avez compris au début, à cause du volume d'amorçage de la CEC par rapport à la volémie du patient. Quand on s'adresse à la volémie d'un adulte, on est sur en moyenne, on va dire plus ou moins 5 litres. Les consoles de CEC, très rapidement, elles ont diminué, elles ont progressé et elles ont diminué le volume. C'est-à-dire que très vite, on est arrivé à moins d'1 litre pour remplir une CEC pour un patient qui avait besoin de 5 litres. L'hémodilution était relative. Il y avait des inconvénients relatifs. En pédiatrie, c'est tout autre. 3 kg, on est à 270 millilitres de volémie, en principe. Et on se trouvait au mieux de travailler avec des consoles de CEC qui étaient entre 500 et 600 millilitres. C'est-à-dire qu'on avait le double en priming de la volémie du patient. Ça oblige quoi? C'est-à-dire que si vous faites que des cristalloïdes, voire même de l'albumine, mais si vous faites que des cristalloïdes sur un patient
et que vous lui balancez le double de sa volémie, vous allez avoir quoi comme résultat? Vous allez avoir l'hématocrit à 10% et moins encore. Donc, c'est pas jouable. Ça oblige, dans ce contexte-là, forcément à faire des primings équilibrés, des primings au sang, dans lesquels on va tout apporter. On va apporter du concentré globulaire, on va apporter du plasma, on peut compenser à plus avec de l'albumine, mais on est obligé d'équilibrer tout ça. L'autre problème aussi, c'est que lorsque on apporte des volumes pareils, forcément avec la CEC qui tourne à débit continu, une fois que le cœur est arrêté, on est à débit continu. Le débit continu, le fait de perdre le débit pulsé, ça a comme conséquence majeure sur la microcirculation d'augmenter la fuite capillaire. Surtout si en plus on refroidit. Donc, avec un volume pareil, avec un hématocrit un petit peu bas, avec le débit continu, à la fin des premières interventions, les bébés, ils prenaient 1 kilo. D'ailleurs, les Américains appelaient ça le bonhomme Michelin. Un bébé, moi je l'ai vécu ça. Hein. Le bébé, vous endormez un bébé, un beau switch bien rose, encore, qui fait 3 kilos, vous l'endormez. Une fois que l'opération est faite, vous couchez un machin comme ça. Mais 4 kilos. Je fais plein de travaux là-dessus. 4 kilos. Donc on s'est dit, nous entre autres, notre équipe, on a dit c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on fasse en sorte que il sortent pas gonflés comme ça, parce que le fait qu'il soit extrêmement le siège d'une fuite capillaire majeure multi-organes entraîne des atteintes de tous les organes. Le cerveau, ils peuvent convulser, les poumons, il n'y a plus d'échange, la fonction myocardique, le rein, voilà. Vous avez tout le tableau complet. Et la raison essentielle, elle est liée à cette hémodilution-là, à cette surcharge hydrique majeure. Vous verrez qu'il y a eu des solutions qui sont arrivées. C'est ce que je viens de raconter. Alors, le problème, en même temps, c'est le problème de la transfusion en pédiatrique. Par tout ce que je viens d'expliquer, on était obligé d'apporter énormément de sang à l'enfant à cause de la CEC. Et donc, un travail de 2016 montre que si on transfuse beaucoup à un enfant, bon, finalement, il n'y a pas trop de problèmes en termes d'hémodynamique, en termes de mortalité, sauf risque d'infection plus importante dans le groupe transfusé. Son travail était tout à fait en accord avec nos constatations, on le savait, on se rendait bien compte à l'époque, même dès les années 2000, le fait de transfuser beaucoup les patients, il y avait quelque chose qui se passait. Ça a aidé l'hémodynamique, ça a aidé l'oxygénation, certes, mais par ailleurs, il y avait des complications qui pouvaient arriver, et souvent, c'est des malades qui allaient être infectés. Donc, rien que sur ce point-là, il fallait essayer de progresser. Après 2020, les premiers travaux commencent à montrer que lorsque, sur une CEC pédiatrique, on arrive à réduire énormément l'apport de sang, finalement, on n'en a pas d'inconvénient particulier. On a des résultats qui sont à peu près comparables aux autres. Bon, il y avait des équipes qui avaient tendance à jouer trop bas avec le niveau d'hémoglobine qu'on pouvait supporter. Il faut faire attention. Il y a certaines cardiopathies sur lesquelles il faut pas trop descendre l'hématocrit par rapport à l'hématocrit initial. Je pense aux patients cyanosés. Pourquoi? La raison, elle est que vous avez un patient, alors je pense beaucoup aux patients que j'ai pu faire dans les missions au Maghreb, en Afrique, etc., où j'ai endormi des phallos qui avaient 6-7 ans et qui avaient 18 grammes, 20 grammes d'hémoglobine. Ah, super, 20 grammes d'hémoglobine, on met pas de sang, on met des cristalloïdes. Surtout pas. Surtout pas. Pourquoi? Parce que si vous faites descendre son hémoglobine à 10, la moitié de ce qu'il y avait avant, vous allez entraîner une fuite capillaire majeure. Pourquoi? Ça fait 10 ans qu'il est habitué à ses résistances vasculaires sont habituées à travailler avec un certain niveau de sludge, avec un certain niveau d'hématocrit,
qui s'est habitué à tenir les résistances en fonction de ce niveau d'hémoglobine. Si vous descendez ça d'un seul coup, vous entraînez une porosité majeure, une fuite capillaire, et vous allez avoir des malades qui, à la fin de l'intervention, seront un peu comme mon bonhomme Michelin, ils seront bourrés d'œdème. Et pendant l'opération, on va passer notre temps à le remplir. Alors que ça ne le justifie pas du tout. Ben, on le remplit parce qu'il est en train de s'ouvrir. Comme c'est pas possible, il faut surtout pas faire ça. Donc, un patient qui a 20 grammes d'hémoglobine, il faut tolérer une hémoglobine un peu abaissée, mais pas trop. Vous êtes obligé de tourner autour de 15. Il faut surtout pas descendre plus que ça. Il faut faire très attention. Donc, le fait de réduire le niveau d'hémoglobine, ça dépend de la cardiopathie et ça dépend du niveau d'hémoglobine initial. Certains patients qui ne sont pas cyanosés, on peut jouer beaucoup plus parce que eux, ils ont l'habitude un peu de supporter ce type de variation. Maintenant, si vous avez des cardiopathies cyanogènes, il faut pas le faire. Alors, comment est-ce qu'il faut arriver à moins transfuser? Déjà, il faut éviter que le malade saigne, il faut déjà bien l'opérer. Ça, c'est la base. On considère qu'ils vont être très bien opérés. Point. Donc après, on joue sur le matériel. Il a fallu longtemps pour arriver à convaincre les fabricants qu'il fallait tout faire pour essayer de diminuer la taille des oxygénateurs, la taille des circuits, la taille des pompes, et aussi, même dans notre façon de travailler au bloc opératoire, de jouer avec, alors quand le chirurgien était très motivé pour ça, ce qui était le cas quand je travaillais avec Pascal Vaué à Necker et à l'ANEC, on collait la CEC contre la table d'opération, de façon à avoir les lignes les plus courtes possibles. Et quand vous jouez à ça, vous avez une diminution très importante du volume de remplissage. Après, il faut aussi chirurgicalement, dans le champ, une gestion très très performante des aspirateurs. On laisse pas le sang s'accumuler dans les plèvres, par exemple. Puis d'un seul coup, on met l'aspirateur. Oh, il y avait 200 millilitres. On fait pas ça. Hein, ça saigne au fur et à mesure. On va chercher à droite, à gauche. Il faut des aides très très vigilants sur ce point-là. Mais ça s'apprend et ça se fait. Et on arrive maintenant à tourner avec des volumes de remplissage de CEC. Personnellement, je l'ai fait à moins de 100 millilitres, à 90 millilitres. Alors tout le monde le fait pas, mais parce que ça oblige à beaucoup de rigueur. Alors, une autre technique, dans la suite que je vous expliquais tout à l'heure, lorsqu'on se rendait compte qu'on avait ces bébés Michelin tout gonflés, ça nous agaçait beaucoup, et on s'est dit il faut tout faire pour essayer d'éviter ça. Alors, à quoi on a pensé? On a fait partie des toutes premières équipes à penser à ultrafiltrer. Alors, ça s'appelle l'hémofiltration, mais à l'époque, c'était l'ultrafiltration. C'est-à-dire que, comme ça existe encore, ça existe maintenant, on rajoutait sur le circuit de CEC une petite bobine, on va dire une bobine de dialyse toute simple, d'ultrafiltration, qui dans un premier temps, n'avait que pour seul objectif de pomper l'eau. Vous tournez la CEC, et on est à 8 grammes d'hémoglobine. On est à 20, 22 degrés. Ça va. On commence à réchauffer. Au fur et à mesure où on va revenir vers les 37 degrés, le 8 grammes d'hémoglobine, il est insuffisant. Et par ailleurs, on a un volume qui est très conséquent. On va pas remplir le malade avec une poche de sang. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tirer l'eau. Donc, on a eu l'idée de mettre ces bobines et on tirait de l'eau. En fonction des circuits de CEC, en pédiatrie, personnellement, on a tiré beaucoup d'eau. Mon record, je crois, est autour de 800 millilitres. Pourquoi? Parce que j'avais un circuit de CEC énorme qui consommait beaucoup. Mais ça a montré que la stratégie de soustraction d'eau de façon mécanique était extrêmement performante. Et on a été les premiers à publier. Là, je vous mets ça à jour noir, 94. On a été les premiers à publier que quand on pompait de l'eau de cette façon-là, non seulement on était en train d'équilibrer notre hématocrite comme on le voulait, mais on avait beaucoup d'avantages sur les facteurs de coagulation,
sur les facteurs de l'inflammation qu'on réduisait énormément et sur les plaquettes qu'on augmentait. Et donc, on gagnait sur le fait d'avoir une hémostase de fin de CEC franchement améliorée. Donc ça a été le point qui a fait basculer les gens vers cette technique-là. Alors, il y a eu plusieurs façons de le faire, mais là, c'est de l'hémofiltration continue pendant la durée de la CEC, mais surtout, on l'utilise pendant les phases de réchauffement. C'est là où c'est le plus important. Après l'hémofiltration, lorsque les circuits étaient très importants, elle était obligée, pour être efficace, de tirer beaucoup de volume. Comme je vous l'ai dit, même à des valeurs extrêmes. Au fur et à mesure où on a commencé à compacter les circuits, à réduire beaucoup leur volume d'amorçage, quand on arrive à 90 millilitres, eh bien, on n'a plus besoin de faire d'hémofiltration. Parce que là, on est juste à l'équilibre. Et par contre, quand il manque quelque chose, là, pour le coup, on a peut-être besoin de rajouter un petit peu de volume extérieur. Un peu de remplissage, un peu de sang si besoin. Mais le principe de l'hémofiltration n'est plus tout à fait le même. Alors après, ça peut avoir un autre intérêt, c'est le problème d'éliminer les médiateurs de l'inflammation. Mais ça, il faut le faire à zéro balance. C'est-à-dire que vous allez pomper vos différents médiateurs d'inflammation, comme ça commence à se faire aussi maintenant beaucoup, mais à volume constant. L'idée, c'est pas de déséquilibrer le patient. Mais le fait de développer l'hémofiltration, là aussi, à une époque, ça a été un élément déterminant dans les suites opératoires et les progrès qu'on a pu faire. Ensuite, là encore, notre équipe, là, à Necker, on a montré que en post-opératoire, il faut pas hésiter à faire de la dialyse chez les tout petits. Alors, c'est plutôt de la dialyse péritonéale. On peut se lancer dans des systèmes de dialyse extracorporelle, mais sur les 3 kilos, c'est pas le plus simple. Ça, c'est bien de le rajouter sur une ECMO si on a besoin, mais le plus simple, c'est de la dialyse péritonéale. C'est tout simple, hein, on met un cathéter dans le péritoine et on va dialyser. Ce qu'on a montré, c'est que il faut pas attendre que le malade soit à nouveau extrêmement gonflé pour la mettre en œuvre. Dès J0 ou J1, si besoin, on fait cette dialyse. Et cette dialyse, elle peut nous apporter les mêmes résultats, les mêmes avantages que l'hémofiltration qu'on aurait dû faire dans la CEC. Peut-être qu'on l'a pas faite et on peut rattraper le coup en faisant de la dialyse péritonéale. Et souvent, fait précocement, on n'a pas besoin de faire ça pendant très longtemps. Hein, en 2-3 jours de temps, on a rééquilibré le bilan hydrique. Et puis aussi, on en a profité pour pomper un certain nombre de médiateurs. Et ça aussi, ça a son intérêt. Maintenant, c'est des techniques largement utilisées. Un autre point essentiel où on comprenait rien, c'était la cardioplégie. La cardioplégie, ça a commencé avec l'idée du froid et l'idée du potassium. On a compris qu'on pouvait arrêter le cœur comme ça. Ce que les gens savaient pas dans les premières interventions, c'est combien de temps on peut l'arrêter. Et en fait, qu'est-ce qui se passe pendant que on commence à réchauffer le malade, que le cœur est arrêté. Ça, on était complètement... c'était très archaïque. Les premières fois où j'ai fait de la cardioplégie, a posteriori, je me suis dit, on faisait un truc de cinglé. Alors, vous savez comment on faisait? Sur un bébé de 3 kilos, le chirurgien avait mis la CEC en place. Il plantait un petit cathéter dans la racine de l'aorte. Il clampe l'aorte, comme on fait normalement. Il y avait une poche de sérum glacé. À l'époque, c'était du Saint Thomas ou du Brett Schneider comme solution. Solution cristalloïde avec beaucoup de potassium. Bloup, 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 bloup. On laisse descendre. Pof, le cœur s'arrête, c'est fini. Il enlève l'aiguille et il opère. Et il opère 1 heure. Et on fait rien. Rien. Et donc, la seule chose qui se faisait, qui avait été inventée auparavant, c'était l'idée de maintenir le cœur à froid. Donc, régulièrement, un aide versait du sérum glacé directement sur le cœur pour le refroidir. J'ai même vu un chirurgien qui, lui, faisait remplir tout le péricarde de sérum glacé,
Puis il opérait avec ses mains comme ça. Puis alors de temps en temps, il faisait comme ça. Il avait les doigts gelés. Et bon, il y avait l'idée de maintenir le cœur au froid, mais on va dire c'était extrêmement archaïque. C'était incroyablement archaïque. Et derrière, on en avait le résultat. Le chirurgien déclampait l'aorte et la CEC commençait à tourner. Et puis on regardait petit à petit le cœur qui commençait à retravailler plus ou moins bien. Et puis on commençait à balancer des drogues. Dobu, Dopa, Adré, Noradré, et puis le cœur, il commençait à repartir. Du coup, c'est bon, mets ça encore un peu plus. Alors, on mettait encore un peu plus, parce que à l'époque, j'y connaissais rien du tout. Je disais oui, monsieur au chirurgien, et ça a changé après. Le chirurgien dit ouais, c'est bon, on arrête. Et hop, il posait la CFC, on arrêtait. Puis voilà, c'était bien. On fermait le malade ou on laissait le sternum ouvert, et puis il sortait. Et puis à ce moment-là, moi j'étais là et je regardais, puis je voyais les pressions qui faisaient voilà. Parce que on avait bombardé avec ah là, t'es un peu en avance là. On avait bombardé avec des catécholamines à très forte dose. Et en fait, le cœur était complètement épuisé. Il n'y avait pas de récupération possible après une protection de ce style-là. Et le cœur, il finissait par s'arrêter. Donc, on appelait au secours, hop, on démarrait la CEC, puis on réfléchissait pas très longtemps et on avait perdu. Voilà. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. Ensuite, on a énormément changé. On a énormément changé parce que on a beaucoup travaillé, amélioré la protection myocardique. Parce qu'on s'est dit, c'est l'élément fondamental. Faire en sorte que le cœur soit protégé même pendant qu'on arrête. C'est-à-dire que quand on clampe l'aorte et qu'on protège pas tout de suite, on fait de l'ischémie. Quand on déclampe l'aorte après une période d'ischémie, on fait de la reperfusion. Et vous savez tous que ce mélange ischémie-reperfusion, c'est un mélange explosif. Parce que plus la reperfusion va se faire sur un lit artériel qui a été ischémié, plus vous aurez de lésions complexes, je ne me lance pas là-dedans, qui vont arriver. Donc l'idée de la protection myocardique qu'on faisait en cardioplégie, c'est comment on peut faire pour éviter de faire l'ischémie-reperfusion qu'on fabrique tout le temps. Alors, il y avait un truc, c'est de dire, on clampe pas, on perfuse les coronaires tout le temps. Bon, sauf que quand on opère un cœur, il faut bien le faire. Après, l'idée a été d'améliorer la perfusion et de la faire intermittente. Au lieu de faire au début et plus jamais, on va la faire avec des intervalles de temps. On va la faire toutes les 15 minutes ou 20 minutes. Et puis, après, quelqu'un est arrivé qui s'appelle Buckberg, qui a dit que ça serait bien quand on est froid de mettre quand même un petit peu de sang, un peu de globules rouges et d'hémoglobine pour jouer sur le pouvoir tampon et pour aussi être capable d'oxygéner un peu, surtout quand on est en hypothermie. Mais sans avoir un hématocrite trop élevé, parce que sinon on aurait un fonctionnement anti-sludge et on aurait plutôt tendance à obstruer les capillaires. Donc le fait de rajouter du sang dans la cardioplégie a été un progrès majeur. Donc on a fait ça, et par intervalles très resserrés, et on s'est rendu compte qu'en faisant ça, on protégeait mieux le cœur. Et puis après, on a eu l'idée de dire, le problème qui arrive, c'est quand on déclampe l'aorte, c'est le moment de la reperfusion. La reperfusion qui est faite avec la CEC, elle est faite avec la canule aortique de la CEC qui pousse très fort et qui injecte très fort d'un seul coup dans les coronaires, qui n'ont pas été perfusés depuis le temps qu'on opère. On s'est dit, ça, c'est pas bon. Donc, avant de lâcher les chevaux en lâchant le clan, on a fait de la reperfusion. On a réinjecté directement à basse pression avec plus de sang dans la protection myocardique, mais toujours en gardant le cœur arrêté, de façon à ce qu'il commence pas à consommer de l'oxygène, mais qu'il soit au repos et qu'on injecte une solution de reperfusion. Et ça, le fait d'avoir apporté cette technique-là, là aussi, ça a changé la donne énormément, dans la mesure où on s'est rendu compte qu'à l'échographie, on avait des cœurs qui repartaient mieux sur les différents facteurs de souffrance myocardique comme la troponine, on avait de meilleurs résultats et surtout moins besoin d'inotropes et des pauses de CEC plus faciles
sans avoir besoin de mettre beaucoup de drogue ou de faire de l'assistance circulatoire. Donc, en fait, on se rend compte que ce travail fait sur la cardioplégie a été fondamental. Hein, c'est vraiment, c'est pour ça que j'encourage, même si vous n'êtes pas chirurgien, intéressez-vous à la cardioplégie. C'est vraiment là où beaucoup de choses se passent. Bon, je passe parce que j'ai tout raconté là. Là, c'est un petit couplet sur l'ECMO. L'ECMO, ça date pas de 2008. Qui croit que l'ECMO date de 2008? En général, tout le monde croit que l'ECMO, ça date de 2008, lorsqu'il y a eu la grippe H1N1 et qu'on a commencé à mettre des ECMO dans les réa. Non, l'ECMO, ça date de 1971. Et comme vous l'avez vu, Gibbon, au départ, quand il a inventé sa console de CEC, il a inventé l'ECMO. Donc, tout le monde avait cette idée en tête. Et le premier patient a bénéficié d'une ECMO en 71, il s'en est sorti. Ensuite, le premier enfant qui a eu une ECMO, par quelqu'un d'assez extraordinaire, Bob Bartlett, qui est mort cette année à 92 ans, un bonhomme assez extraordinaire, qui lui est le premier à avoir fait une ECMO en post-opératoire sur une intervention de transport des gros vaisseaux, qui, pour des raisons que je viens de vous expliquer, mauvaise protection myocardique, ne repartait pas. La réparation chirurgicale était bien faite, même si c'est des opérations très compliquées. Elle était bien faite, mais la fonction myocardique n'était pas là du tout. Et ça, je viens de vous l'expliquer. C'est exactement ce qui s'est passé. Et au lieu de bombarder le cœur avec des inotropes, eh ben, on attend qu'il récupère. On attend qu'il récupère, on le met sous ECMO, on décharge le cœur, et on attend. Et en 16 heures d'assistance, il a récupéré. Ça montre bien que c'était une défaillance cardiaque liée à un défaut de protection myocardique. Hein, vous en avez l'exemple typique. Dans le service où j'ai travaillé, alors j'y étais pas encore, mais eux, ils l'avaient fait aussi. Ils avaient fait sur une coronaire anormale de 2 ans, un enfant pareil, après l'opération, dysfonction cardiaque majeure liée à un problème de protection, assistance de quelques heures, en prolongeant la CEC qu'ils avaient réduite, c'est-à-dire que quand on transforme une CEC en ECMO, il suffit d'enlever tous les aspirateurs, ça sert à rien, et on garde qu'une seule pompe. Et donc pareil, au lieu de mettre des inotropes, eh ben ils avaient attendu que la fonction myocardique récupère. Et là, tout le monde commence à se dire, bah finalement c'est bien utile parce qu'on peut récupérer les fonctions myocardiques qui marchent plus. Après, quelque chose qui est très intéressant, c'est que Bartlett, lui, en 79, a publié ses expériences des années passées et il a montré qu'il avait fait 29 nouveau-nés en ECMO, nouveau-nés. 16 ont amélioré leur fonction pulmonaire et 13 ont survécu, ce qui fait une survie de 45%. À l'époque, c'était 45% versus 100% de décès. Hein. Donc, excellent résultat. Mais, à la même époque, les adultes font la même chose sur des ARDS. Ils font 2 groupes de patients. Ils font une belle étude, une belle RCT. 45 patients en ventilation mécanique et 44 ventilation mécanique plus ECMO. Normal. Et puis on regarde le résultat. Ben à la fin, c'est pas bon du tout. D'ailleurs qu'il y a quasiment les mêmes résultats avec ECMO et ventilation mécanique. Et ça, ils auraient dû regarder plus en détail parce que dans leur population de patients, là, ils avaient eu beaucoup de problèmes. Des patients avaient déjà des fibroses pulmonaires, donc ça va pas récupérer. Beaucoup de problèmes techniques, beaucoup de problèmes de coagulation. Ça explique leurs mauvais résultats. Toujours est-il que la sanction a été de dire, bah, l'ECMO, finalement, ça sert à rien. Parce que si on veut pouvoir récupérer des fonctions pulmonaires sur la longue durée, bah, ça va pas marcher, ça sert à rien. Donc, on fera pas d'ECMO chez l'adulte. Et alors la conséquence a posteriori, elle est assez intéressante. Ici, vous avez le registre ELSO. Le registre ELSO, vous connaissez probablement, hein, c'est le registre international sur toutes les ECMO qui sont faites de par le monde, chez les enfants et chez les adultes. Là, vous avez les indications respiratoires depuis 1990 et vous voyez, ça a commencé à 1000 patients, il y en avait beaucoup, et puis après ça a descendu un peu. Pourquoi ça descend après ? Ben parce qu'il y a le NO qui arrive, il y a le surfactant, et donc on avait moins besoin de faire l'ECMO. Mais ça reste une indication assez conséquente jusqu'aux années 2022. En dessous, vous avez les indications respiratoires chez les enfants et non plus les néonates.
Là, on a les infections pulmonaires qui augmentent aussi beaucoup, qui apparaissent. Mais vous voyez que depuis les années Buchberg, là, c'est le début du registre 1990. Mais depuis 1990, quand a commencé le registre, et avant, on en faisait tout le temps. Par contre, les adultes, pas d'ECMO. Ben oui, dans la suite de ce que les travaux avaient montré. Et l'ECMO commence qu'en 2008, au moment où il y a la grippe. Bon, après, ils trouvent que ça marche bien, du coup, ils en font plein. Les indications cardiaques. Là, les indications cardiaques chez le nouveau-né, elles sont très conséquentes parce que là, vous avez beaucoup d'indications de post-opératoire de chirurgie cardiaque. Chez l'enfant, c'est la même chose. Beaucoup de myocardie, entre autres. Et puis, chez l'adulte, eh ben, c'est pareil. On s'est mis, à partir de 2008, à faire de l'ECMO pour des causes cardiaques. Et on en fait beaucoup. Vous voyez, on est à 8000. Mais c'est assez étonnant d'avoir perdu plus de 20 ans parce que on avait fait une étude un peu boiteuse. Comme quoi, il faut réfléchir hein, par rapport aux études des fois. Faut pas prendre ça pour quelque chose d'acquis. Une seule étude ne peut pas décider de la stratégie pour tout le monde. C'est un truc que je répète tout le temps, mais là, ça en est un exemple flagrant. Alors, je vais aller vite. Les interventions essentielles. Ça, c'est Robert Cross qui a réalisé la ligature du canal artériel, 1938. Là, c'est Crawford, qui le premier en 44 a fait la cure de coarctation. Ça a l'air tout simple, mais vous voyez, ça date que de 44. Là, c'est quelqu'un qui a eu une importance phénoménale. 1966, c'est celui qui a créé la communication interauriculaire de façon à mixer les deux circulations. Monsieur Rashkin. Là, c'est des gens qui ont eu une importance considérable dans le développement des cardiopathies congénitales. Enfin, là, vous avez l'équipe Blalock, Taussig et Thomas, ceux qui... Hélène Taussig, c'est la cardiologue. Blalock, c'est le chirurgien. Et Viviane Thomas, c'était le technicien de laboratoire, sauf que c'est lui qui avait une patte énorme et qui opérait très très bien. C'est pas le chirurgien qui opérait, c'est lui qui opérait. Et ils sont les premiers à avoir réalisé l'anastomose directe Blalock-Taussig entre la sous-clavière et l'artère pulmonaire. Et comme la petite fille de tout à l'heure que je vous avais montré, ça a permis à plein d'enfants avec des cardiopathies congénitales qui étaient voués à mourir quelques années plus tard, à survivre très longtemps. Donc là, des gens qui ont eu une importance majeure. L'arrivée du cathé interventionnel avec les ballonnets, là aussi, ça a été quelque chose de très important. Puis quelqu'un que je connais bien, Philippe Bonhoeffer, on était ensemble quand on discutait de la possibilité d'aller mettre une valve pulmonaire dans un stent. À l'époque, ça n'existait pas. On faisait ça, on commençait à faire ça à gauche, mais à droite, ça n'existait pas. Et ça a eu, là aussi, une importance fondamentale, parce que maintenant, vous voyez, toutes les cardiopathies qui sont prises au cathé, et avec ce type de système, là où on opérait. Alors, il y a eu quelque chose à Bordeaux qui a été fait, c'est l'évolution la prise en charge du ventricule unique, entre autres là sur une atrésie tricuspide. Ici, c'est le professeur Fontan, en même temps que d'autres chirurgiens par le monde, qui avaient l'idée d'essayer de réparer ces ventricules uniques avec sténose et l'atrésie tricuspide. Ça survivait pas du tout. Et plusieurs ont eu l'idée de dire, on va faire comme si il n'y a pas de ventricule droit, ça va fonctionner sans ventricule droit. Et donc, on va faire un espèce de réservoir oreillette droite avec 2 valves. Ça, c'était l'idée de Fontan initialement. Et puis, on va voir ce que ça donne. Ça a été une évolution très compliquée, mais ça a été le point de départ de quelque chose d'extraordinaire qui a permis ensuite de réparer les ventricules uniques avec différents stades, c'est la diapo d'après, et qui a permis surtout pour la première fois de répondre à la réparation de l'hypoventricule gauche, sur lesquels on n'avait rien du tout, on n'avait aucune possibilité. Alors, là, vous avez un ventricule gauche avec un hypo-VG. Comme vous voyez, le ventricule gauche, il est un peu petit. L'aorte, elle est encore plus petite.
et vous avez une énorme artère pulmonaire et un énorme ventricule droit. Et en fait, à la naissance, ça vit que parce que le canal est ouvert. Donc on se précipite pour mettre de la prostine pour le maintenir ouvert et on réfléchit à ce qu'on va faire. Avant, ils réfléchissaient longtemps parce qu'il n'y avait pas de solution. Finalement, en 83, le chirurgien Norwood a l'idée de faire une réparation extrêmement complexe. Toc, c'est ça, la réparation très complexe. Il va fermer le canal artériel, il va réparer l'aorte, mais en fabriquant une espèce à partir de l'artère pulmonaire, il va faire un patch énorme que vous voyez. Là, il reconstruit quelque chose qui va être une aorte. L'hypo-VG, ben en fait, tout ça, ça va devenir le ventricule gauche. Et c'est surtout le ventricule droit qui pousse. Donc tout ça, c'est le ventricule unique qui va pousser. Et on ne remplit pas le lit pulmonaire. Alors comment on va faire? Ben, il fait une anastomose, le Blalock, là-haut, entre le pied de la sous-clavière et l'artère pulmonaire, qui remplit les artères pulmonaires. Le montage intellectuel, il est super, il est génial. Mais comment ça marche et comment on l'équilibre? Le problème, il est là. Moi, je suis de l'époque du début des Norwood, 83, j'étais en plein dedans, et je peux vous dire que j'en ai vu de la casse. On n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas. Et d'ailleurs, on n'était pas les seuls. La casse était considérable. Et puis, petit à petit, on a commencé à réfléchir sur les différentes stratégies qu'on pouvait faire. Et le fait d'opérer le Norwood comme ça, si on arrivait à passer cette étape-là, quelques mois plus tard, on pouvait faire l'intervention intermédiaire qui s'appelle une dérivation cavo-pulmonaire partielle ou intervention de Glenn. Et vous voyez qu'on remplit le lit pulmonaire avec la veine cave supérieure. Donc, c'est déjà mieux que l'anastomose. Évidemment, quelle couleur il a le malade? Bah, il est un peu cyanosé quand même, hein. Mais il survit. Et quelques temps plus tard, on va faire la dérivation cavo-totale et on va mettre un tube qui rejoint la veine cave inférieure vers le montage artère pulmonaire et veine cave supérieure. Et ça, c'est comme si c'était la voie droite, sauf qu'il n'y a pas de ventricule droit. Et ça marche. Ça marche pendant des dizaines et des dizaines d'années. Après, il y a d'autres problèmes qui arrivent. C'est pas à moi d'en parler. Mais le fait de passer sur ces trois étapes-là, j'ai connu les différentes époques. Ça a été extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Et en fait, les débuts de la mortalité des Norwood étaient largement supérieurs à 25%. La grande difficulté, c'était d'arriver à équilibrer le rapport QP-QS, le rapport entre le débit systémique et le débit pulmonaire. Mais ça, on va vous en parler cet après-midi. Et sur des patients comme ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une intervention longue, il y a eu un clampage aortique long, et il y a forcément une dysfonction cardiaque. Et donc là, arriver à équilibrer ça en même temps que je dilate d'un côté, je pousse sur le cœur de l'autre côté, c'est très très compliqué. Donc, petit à petit, on a fini par comprendre, surtout en faisant baisser les résistances vasculaires systémiques avec des vasodilatateurs. Finalement, on commençait à mieux s'en sortir pour équilibrer ces patients. Et certains vasodilatateurs, comme la régitine, arrivaient à améliorer franchement ces patients. Le problème, c'est que l'idée de Norwood de mettre un Blalock, super, bonne idée, mais il nous a compliqué la vie dans la mesure où un Blalock, c'est du débit continu, quoi qu'il se passe. Et ça, c'est difficile à équilibrer. Et il y a quelqu'un qui a eu une bonne idée, c'est Sano. D'ailleurs, je vous montre là. Ça, c'est Norwood avec son Blalock. Et Sano, lui, il a dit, on fait pas de Blalock. En fait, on va mettre un tube directement entre le ventricule sous la grosse aorte qu'on a fabriquée et directement dans l'artère pulmonaire. Ça, c'est bien, parce que ça, c'est du flux pulsé. Donc, ça se contrôle beaucoup mieux. À partir du moment où on nous a fait ça, nous, les suites en réanimation ont vraiment changé. Donc, vous voyez, on a avancé par une somme de petits progrès les uns à la suite des autres. Et au total, ben, on arrive à des résultats maintenant assez super sur la mortalité de ces patients-là. Un impact qu'on a eu, nous, réanimateurs, vous voyez la réparation Norwood avec la réparation complexe de l'aorte sur le nouveau-né, et après de passer Glenn et Fontan. Un certain nombre de chirurgiens, dans les années 83, voulaient passer du Norwood, qu'on avait eu toutes les peines du monde à sauver, à équilibrer,
Quelques mois plus tard, il disait, bon, ben allez, on fait le montage complet. Sauf que quand on faisait ça, on n'y arrivait pas. Pourquoi? Parce que le montage était trop brutal à être supporté. D'un seul coup, on faisait perfusion de l'arbre pulmonaire par la veine cave sup, la veine cave inf. Les poumons, ils étaient pas au courant hein, qu'on allait leur faire ça, passer du Blaloc à un montage comme ça. Donc ça marchait pas. Et on a été un certain nombre de réanimateurs à dire non, 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 non. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait l'étape intermédiaire, qui est le Glen. D'abord, on fait une étape dans laquelle on va perfuser partiellement les poumons. Et puis, secondairement, si ça va bien, on fera l'autre. Bon, on a eu gain de cause et maintenant, tout le monde fait en 3 étapes. Et ça passe bien. Bon, je vais passer sur les gros vaisseaux. Toc, 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 toc. Je vais passer sur... Alors, pour finir, l'impact de la réanimation aussi sur la prise en charge des switches, des transports des gros vaisseaux. Là encore, l'évolution sur ces patients a été extrêmement complexe. La réparation chirurgicale n'est pas simple. Ceux qui connaissent, la réimplantation des coronaires d'un 3 kg, c'est pas n'importe quoi. Alors maintenant, ils font des trappes d'or plus larges, ils permettent de mieux faire. Mais quand même, ça reste très compliqué et les risques de malfaçon sont présents. Il suffit d'un king de rien du tout pour qu'il y ait une souffrance coronaire majeure. Hein. Donc c'est rien que ça, la réparation est complexe. Mais aussi, le fait de changer de fonction les ventricules a beaucoup d'importance. Une fois que on va arrêter la CEC, c'est les deux ventricules ne travaillent plus de la même façon. Celui qui était gauche devient droit et celui qui était droit devient gauche. Donc, ils sont pas tout à fait habitués au niveau de charge. Quelque chose qui nous a énormément aidé, qui faisait rigoler chez les adultes, c'est de mettre un cathéter, une pression dans l'oreillette gauche. Et rien que le fait, à la fin de la CEC, de visualiser en permanence la pression de remplissage de l'oreillette gauche, ça a été un élément majeur. Il suffit de se fixer là-dessus et de guider son remplissage et l'utilisation de drogue en fonction de ça. Après, on a fait beaucoup mieux, c'est qu'avec la POG, on a associé le fait de faire de l'écho en direct, ce qui fait qu'on avait les deux. On avait à la fois le niveau de remplissage et l'aspect de la fonction cardiaque. Et donc, on était capable, on est devenu capable d'arrêter la CEC dans des grandes conditions de sécurité. Et non pas, oui, il a l'air bien, on arrête, et puis tout le monde sort et bim, il s'arrête lui aussi. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passait pour les switches. Les switches, un autre truc aussi qui se passait, c'est au 2e jour, 3e jour, il est bien réveillé, il a l'air pas mal, et on faisait un sevrage de ventilation. Sevrage de ventilation, comment ça se faisait dans les années... même encore 90, je débranche. C'est-à-dire qu'il est sur sa sonde, je les branche. On le met sous une tente à oxygène, non, sous un hood, ce qui revient à la même chose. Et vas-y, respire. Et là, vous voyez le bébé. Et donc, d'emblée, moi qui fais beaucoup de sport en compétition, j'ai dit non, là c'est pas bien, on lui fait faire une épreuve d'effort, ça va pas aller du tout. D'ailleurs, ça n'allait pas du tout, et le nombre de bébés qui ont fibrillé au moment il était bien, on l'a débranché, mais il a fibrillé. Ah oui, mais c'est la conséquence. Donc, il a fallu passer au principe d'utiliser du sevrage de ventilation en mode dégradé et aussi de la VNI, de façon à faire en sorte que le sevrage de la ventilation soit le plus light possible, de façon à ce qu'il ne souffre pas de ça. On lui change son mode ventilatoire et lui, il s'en rend pas compte. Si on arrive à faire ça, en général, l'extubation va réussir, on n'aura pas d'échec. Mais ce concept-là, je peux vous assurer qu'il a fallu se battre pour le faire passer. En congrès et tout, il y a des trucs comme ça, j'en ai parlé, je voyais les gens, c'est ça, oui, continuez de tuer vos malades. Maintenant, c'est accepté par tout le monde. Alors moi, je vais encore plus loin, même si tout le monde n'y va pas, mais j'utilise le concept de la NAVA avec la ventilation qui regarde le travail diaphragmatique, ce qui paraît extrêmement intéressant pour assurer un sevrage en douceur. Ensuite, on a mieux compris l'utilisation des différents inotropes, mais ça, Nadir va vous détailler tout ça, parce que la dobutamine à forte dose, c'est très arythmogène, et quand on fait ça sur des patients dont on vient de réimplanter les coronaires, c'est pas tout à fait une bonne idée. On a changé complètement notre façon de faire l'anesthésie.
Au début, quand j'ai commencé, on bombardait les malades et ils mettaient 3 jours à éliminer les drogues d'anesthésie. Là, maintenant, on est capable de les avoir réveillés à la fin quand on les couche en réa. Donc, il y a eu des progrès fantastiques. Là, le début, quand j'ai joué, je vous ai dit là, une semaine de switch, tous morts. Non, 1 mois de switch, tous morts. Donc là, on allait arrêter. On n'était pas les seuls. Il y a plein de centres. D'abord, rares étaient les centres en France qui faisaient du switch. On était les premiers à avoir commencé à Paris. Et tous les autres continuaient de faire un autre type de réparation qui s'appelle le staining. Et maintenant, là, ne serait-ce qu'en 95, déjà en 95, on était arrivé à 1% de mortalité. Donc maintenant, tout le monde se tient dans ces eaux-là. Donc vous voyez, c'est dans ces périodes-là les progrès fantastiques qu'il y a eu. Ah, quelque chose dont il faut parler en 2 secondes, c'est l'avènement du NO. Le monoxyde d'azote qui est arrivé dans les années 92 a été le vasodilatateur des artères pulmonaires qui a permis vraiment la baisse des résistances vasculaires pulmonaires. On avait énormément de cardiopathies qui avaient de l'HTAP avant d'être opérées et cet HTAP-là a été décuplé après la CEC pour toute une série de raisons. C'est pas moi de les évoquer maintenant. Et donc, on perdait les patients d'HTAP et on était complètement impuissants. Et les produits qu'on avait, on avait de la trinitrine, de l'Isuprel. Ça ne marchait pas. C'était désespérant. La première ECMO que j'ai faite en 82 sur un patient, c'était une HTAP post-opératoire. Et on l'a eu. On l'a sauvé après une semaine d'ECMO. Finalement, les PAP ont fini par baisser et on a réussi à le sortir. Là, c'est lors d'un congrès mondial en 2000 à Barcelone en 2017. Et ils ont parlé des équipes qui avaient eu un impact important sur le NO. Alors, je suis content de voir qu'on est là. Très content. Donc, voilà. Le NO, ça a vraiment été un changement phénoménal. Bon, j'ai plein d'anecdotes, mais vous les connaîtrez pas parce qu'il faut que je passe la parole là-dessus. Enfin, l'échographie. Sans l'échographie, on n'aurait rien fait. L'avènement de l'échographie, ça a été fondamental et on encourage tout le monde, quelle que soit la spécialité, à se former en échographie. C'est vraiment notre œil de voir directement ce qui se passe au niveau cardiaque, pas seulement, et au niveau pulmonaire. C'est fondamental. D'un côté, on a les pressions, les saturations. De l'autre côté, on a l'aspect dynamique du cœur. Et l'association de ces différents paramètres permet maintenant d'avoir une réflexion. Hein. Moi, je viens d'une époque où les gens disaient « je pense que le cœur est comme ça ». On n'en avait rien, aucune notion. On regardait pas, on mesurait pas, mais on pensait que. Bon, maintenant, on pense, une fois qu'on a vu, on fait les tests, on regarde de tous les côtés, et après, oui, on peut en effet réfléchir ensemble à la meilleure stratégie pour le patient. L'échographie est vraiment un élément fondamental. Une équipe américaine à la Duke University a été les premiers dans les années 90 à faire un travail sur l'écho épicardique à la fin de la CEC. Le chirurgien s'appelle Ungerleider et systématiquement, quelle que soit la cardiopathie, avant, en arrêtant la CEC ou juste avant, une sonde d'écho posée sur le cœur. Et là, on vérifie. On vérifie la fonction, déjà, première chose, mais lui, il vérifie sa réparation. Et à ce moment-là, étant persuadé d'avoir bien opéré, 14% de situations dans lesquelles il dit on reprend. Parce qu'il n'est pas content. Il y a une fuite sur le patch. L'infundibulum est passé ouvert. Parce qu'il y a un obstacle. Et immédiatement, il reprend. Et l'avantage de faire ça alors qu'on a les canules encore en place, on redémarre. Donc, il n'y a aucune gêne pour le patient. À l'inverse, quand vous faites pas ça, vous regardez pas immédiatement l'écho à la fin de l'intervention. Le malade va en réa. Le malade en réa, et il évolue pas très bien. Forcément, il y a quelque chose qui marche pas bien. Et on va mettre un certain temps, des fois, voire plusieurs jours, avant de se dire, ouais, ça marche pas, il faudrait peut-être le reprendre. Que de temps perdu. Donc, cette stratégie de vérification des résultats de la réparation en temps réel dès la fin de l'opération, ça aussi, ça fait partie des éléments sur lesquels on a énormément progressé et qui sont adaptés maintenant dans la plupart des centres.
Donc les progrès majeurs, c'est ça, je vous l'ai dit, la compréhension de l'hémodilution, la réduction de la transfusion, la miniaturisation de la CEC, l'amélioration majeure de la protection myocardique, ça a été un élément fondamental, l'apparition de l'écho, des monitorings. Alors moi je ne saurais trop insister sur l'apparition et l'intérêt de la NIRS, qui est vraiment quelque chose qui nous a permis de comprendre, et surtout d'aller vers quelque chose qui prend beaucoup d'importance maintenant, c'est bien de réparer les cœurs nickel, mais il faut qu'en même temps, on protège le cerveau. Il s'agit que le neurodéveloppement des enfants soit assuré. J'ai connu trop longtemps la période, dans les années 80, on était très content de réparer les cœurs, sauf que on n'a pas fait des personnes extraordinaires ensuite, parce que ils avaient des séquelles sur le plan neurologique toute leur vie. Donc, on s'était focalisé sur la réparation cardiaque. Malheureusement, on aurait pu mieux faire sur l'aspect neurologique et entre autres là, les périodes où d'arrêt circulatoire en hypothermie profonde. Certes, ça a permis de réparer les cœurs, mais alors ça a fait beaucoup de dégâts. L'arrivée d'un certain nombre de produits comme la prostine, le monoxyde d'azote, les inodilatateurs, les produits de coagulation, ça aussi, les modes de ventilation. Tous ces éléments-là ont permis de progresser, mais les deux derniers, c'est multiplier les échanges multidisciplinaires, les rencontres entre les différentes spécialités, en faire souvent, les échanges entre les services, le fait de faire des stages à l'étranger, d'aller voir comment travaillent les autres, et puis aussi le fait de participer à un DU spécialisé, ça c'est une bonne idée. Voilà, je vous remercie.